Bonjour, mon intervention est sur les bases anatomiques et physiopathologiques des myélopathies cervico-arthrosiques. Le rachis cervical est le segment le plus mobile du rachis. Ces mouvements s'effectuent sur plusieurs axes. Ils supportent et orientent la tête dans tous les sens et dans tous les plans de l'espace. Sur le plan fonctionnel, on le divise en deux segments. Un segment supérieur formé par C1 et C2, c'est la charnière cervico-occipitale, et un segment inférieur de C3 à C7, c'est le segment inférieur ou le rachis cervical bas. Cette grande mobilité du rachis a un prix. C'est le vieillissement assez précoce, accéléré par certaines latitudes et dans certains métiers. Ce vieillissement se traduit par de l'arthrose. La myélopathie cervico-arthrosique est le résultat d'un conflit entre contenant et contenu. Le contenant étant le canal cervical qui, adapté de justesse à son contenu, et le contenu est une moelle épinière fragile avec des racines sous tension. Le rachis cervical est formé par l'empilement de 7 vertèbres cervicales, formées chacune, à l'exception de C1, par un corps vertébral antérieur et un arc neural postérieur. Ces deux éléments délimitent le foramen vertébral, dont l'empilement forme le canal vertébral. Ce canal osseux est doublé par le système ligamentaire qui permet de maintenir les vertèbres les unes aux autres. On trouve d'avant en arrière le ligament longitudinal ventral qui s'étend de la base du crâne et se continue par celui du rachis dorsal, le ligament longitudinal dorsal qui commence sur la face postérieure de C2 et se continue en bas par celui du rachis dorsal. Entre les corps vertébraux, on retrouve le disque intervertébral formé par le nucleus pulposus et l'anneau fibreux tout autour. Entre les limbes s'étend le ligament jaune et les processus épineux sont reliés par le ligament interépineux, ce dernier étant renforcé par le ligament supraépineux. Ce système ligamentaire ménage un espace entre les pédicules, c'est le foramen intervertébral qui va livrer passage au nerf spinal. La charnière cervico-occipitale est munie de son propre système ligamentaire formé par les membranes atlanto-occipitales, ventrale et dorsale, les membranes atlanto-axoïdiennes ventrale et dorsale, le ligament de l'apex, de la dent de C2, le ligament cruciforme pour l'articulation atlando-odontoïde, et est doublé par la membrane tectoriale, qui est l'équivalent du ligament longitudinal dorsal à ce niveau-là. Ce canal est tapissé en dedans par la dure mère, doublé à l'intérieur par l'arachnoïde. Les vertèbres sont reliées les unes aux autres par trois types d'articulations. L'articulation intersomatique, médiée par le disque intervertébral, l'articulation incovertébrale, et l'articulation zygo-apophysaire entre les processus articulaires formant deux colonnes osseuses derrière les pédicules. L'organisation de ces articulations est différente dans le tâche supérieure. L'articulation atlanto-occipitale, qui est condylienne, l'articulation atlanto-odontoïde, qui constitue l'axe de rotation de la tête, et l'articulation atlanto-axoïdienne. Le canal vertébral contient la moelle épinière avec ses vaisseaux et ses enveloppes méningées, ainsi que les espaces créés par les méninges. À ce niveau, la moelle présente son renflement cervical et donne ses racines cervicales qui quittent le canal vertébral par les foramen intervertébraux, accompagnés par leurs vaisseaux, artères radiculomédulaires et des veines, enveloppés par les méninges. En plus des moyens de fixité habituels de la moelle, au niveau cervical s'ajoute une fixité supplémentaire par les racines elles-mêmes. En effet, lorsqu'elle quitte le canal, elle se trouve dans un espace cloisonné entre les processus transversaires et se divise rapidement en une branche ventrale et une branche dorsale. Cette dernière rejoigne immédiatement la masse musculaire paravertébrale et s'y attache. Ces attaches sont plus importantes dans certaines zones, telles que la zone sous-occipitale, où les branches dorsales sont plus volumineuses que celles ventrales. Ce rachis est maintenu stable grâce à plusieurs éléments. La colonne osseuse formée par l'empilement de vertèbres. Tout d'abord, la colonne antérieure formée par les corps vertébraux, en rouge. La colonne latérale, deux colonnes latérales en effet, formées par l'articulation, les articulations zygo-apophysaires. Et la colonne postérieure formée par les lames et les processus épineux. De même que la courbure du rachis cervical contribue à cet équilibre. Avec ces éléments osseux s'ajoute bien entendu le système ligamentaire qui relie les éléments osseux entre eux, de même que le système musculaire qui entoure le rachis cervical. Cette stabilité est assurée aussi au mouvement. À la flexion, nous avons un glissement des vertèbres les unes sur les autres. Ce déplacement s'effectue entre les corps et entre les processus articulaires.
le système ligamentaire joue un rôle de frein. Dans ce cas, ces éléments ligamentaires postérieurs s'opposent au mouvement, qui sont en rouge, alors que les ligaments antérieurs, en vert, sont plutôt détendus. Dans ce mouvement, remarquez le rapprochement et le frottement qui peut exister entre les parties antérieures des corps vertébraux et des processus articulaires. Le mouvement d'extension impose un glissement dans le sens inverse. Les ligaments antérieurs se trouvent tendus et ceux postérieurs complètement relâchés. Le mouvement d'extension impose un glissement dans le sens inverse. Les ligaments antérieurs se trouvent tendus, en rouge, et ceux postérieurs sont relâchés. Dans ce mouvement, les parties postérieures du corps et des processus articulaires se rapprochent et peuvent se frotter. Ce rapprochement sont à l'origine des ostéophytes lors de l'arthrose. Si on récapitule ces mouvements, en extension, nous avons un déplacement des vertèbres les unes sur les autres en arrière, les vertèbres en rouge, donnant un aspect en marche d'escalier. Ce déplacement réduit l'espace entre le bord postérieur du plateau inférieur d'une vertèbre et la base du processus épineux de la vertèbre sous-jacente. L'extension reproduit le mouvement inverse et réduit aussi le diamètre entre la base du processus épineux et le bord postérieur du plateau supérieur de la vertèbre sous-jacente. Les mouvements de rotation sollicitent les articulations incovertébrales et les vivres latérales de l'anneau fibreux du disque, l'image à gauche. Une butée osseuse s'exerce entre un processus inciforme et le processus transversaire de la vertèbre sous-jacente, l'image à droite. Cette mobilité du rachis n'est pas sans conséquence sur la moelle et ses racines. En effet, lors de la flexion d'extension, la moelle subit la pression et la contre-pression du poids de la tête sur le rachis. Ce point critique se trouve au sommet de la courbure rachidienne au niveau de la 6e vertèbre cervicale, qui correspond au 6e myélomère cervical. De plus, les racines cervicales se trouvent tiraillées entre les deux points de fixité, la moelle d'un côté et le foramen intervertébral de l'autre côté. Avec ces conditions déjà défavorables, lorsque s'ajoute un corps étranger au contenu du canal vertébral tel qu'un ostéophyte résultant d'une sénescence vertébrale, la souffrance médulaire devient une réalité clinique. En effet, la présence d'un ostéophyte de la marge postérieure du plateau vertébral, même s'il ne réduit pas significativement le diamètre antéro-postérieur du canal vertébral, il réduit celui entre cette marge et la base du processus épineux sous-jacent. Ceci expose la moelle à des microtraumatismes répétés à chaque mouvement de la tête. La multiplication des ostéophytes multiplie ces microtraumatismes sur la moelle. À un stade plus avancé, on peut avoir une calcification du ligament longitudinal postérieur et même du ligament jaune, ce qui ajoute au microtraumatisme une compression directe sur la moelle ou indirecte sur ses vaisseaux. Ces lésions peuvent aussi intéresser le nerf spinal dans sa traversée au foramen intervertébral par un ostéophyte. Cette moelle et ses racines peuvent aussi souffrir par un certain traitement tel qu'une laminectomie large, car la verticalisation de la moelle tire sur les racines, et notamment C5, et donc au niveau du sommet de la courbure cervicale. Merci pour votre attention.